Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Marguerite Leroy, conseillère de la présidente directrice du Musée du Louvre, et je suis notamment chargée de la coordination de la programmation scientifique ici, à l'auditorium Michel Laclotte. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation de l'exposition Mamelouk 1250-1517, qui s'est ouverte le 30 avril dernier dans les espaces du Hall Napoléon, sous la pyramide, et sera visible jusqu'au 28 juillet. C'est la première fois en Europe qu'une grande exposition est consacrée au sultanat mamelouk, l'une des organisations politiques les plus fascinantes du Proche-Orient médiéval. Si les Mamelouks sont souvent évoqués pour leur puissance militaire, cette exposition propose une lecture plus large qui inscrit leur histoire dans une perspective transrégionale et interculturelle et montre combien le sultanat mamelouk était inscrit dans une géographie connectée, traversée par les échanges entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. L'exposition rassemble près de 260 œuvres d'une diversité extraordinaire qui révèle la vitalité de cette société plurielle où circulaient les idées, les savoirs et les formes. Pour nous en parler plus précisément, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Souraya Noujaïm, directrice du département des arts de l'islam au Musée du Louvre et commissaire générale de l'exposition, et Karine Juvin, chargée de collection au Musée du Louvre pour les œuvres du monde arabe du XIIe au XVe siècle et commissaire scientifique de l'exposition. Avant de leur céder la parole, je souhaite rappeler deux événements qui auront lieu ici à l'auditorium en lien avec l'exposition. Tout d'abord, le 15 mai prochain, à 12h30, nous aurons le plaisir d'accueillir Julia Gonella, du musée Lusail au Qatar, pour un midi de l'archéologie. Elle nous présentera la citadelle d'Alep à la période mamelouk et les résultats, pour partie inédits, de la grande campagne de fouilles menée entre 1996 et 2013. Le 2 juin à 19h, Karine Juvin abordera l'imaginaire littéraire mamelouk en dialogue avec Thomas Bauer, professeur à l'université de Münster en Allemagne et spécialiste internationalement reconnu de la littérature mamelouk. La programmation du Centre Dominique Vivant-Denon fera également la part belle à cette exposition et consacrera le 23 juin prochain une journée d'études autour de cette exposition. Je tenais enfin à remercier toutes les équipes de la direction de l'auditorium et des spectacles pour leur engagement dans la préparation de cette conférence et saluer mon prédécesseur, Barthélemy Glama, qui a beaucoup œuvré à cette programmation. Je laisse maintenant la parole aux deux commissaires et vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Il y a bien longtemps, enfants des steppes, enlevés à leur famille, ils furent élevés loin de leur pays d'origine et formés à devenir des guerriers d'élite. Esclaves affranchis, ils devinrent les soldats les plus redoutables du Proche-Orient. C'est de leurs armes et de leurs mains que va naître l'Empire mamelouk. De l'Égypte au Levant, leur puissance guerrière devint une domination politique et une civilisation brillante. À la virtuosité militaire répondait l'excellence de leur art. Durant plus de 2 siècles et demi, les Mamelouks formeront une dynastie légendaire de déracinés. Au carrefour de l'Asie, l'Afrique et l'Europe, les Mamelouks contribueront à créer un Orient connecté. Leur grandeur résonne encore aujourd'hui. Mamelouk, une exposition inédite au Louvre. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux aujourd'hui à l'auditorium Michel Laclotte pour vous raconter avec Karine Juvin cette histoire, l'histoire des arts et de la civilisation mamelouk. Cela vous a été dit, Karine est commissaire scientifique de cette exposition. Karine, tu as lancé la Mamelouk Mania, on va dire, au Louvre, puisque effectivement cette semaine est organisée, notamment à l'auditorium, autour de quelques événements sur cette civilisation. Et la saison se clôture fin juillet, avant une itinérance au Louvre Abu Dhabi.
Cela a été également signalé dans l'introduction de Marguerite, plus de 250 œuvres, pour beaucoup inédites, présentées dans cette exposition. Et puis surtout, l'histoire d'une dynastie tout à fait singulière, qui a régné plus de 250 années, entre 1250 et 1517, sur un territoire immense, un territoire très vaste, qui va de l'Égypte à l'est de la Turquie, en passant par les pays du Levant. Je rappelle au passage que les collections du Louvre figurent parmi les plus importantes dans le domaine de l'art mamelouk. Alors, cette dynastie d'esclaves militaires était jusqu'alors, on va dire, partiellement tombée dans l'oubli. C'est un nom qui résonne, c'est un nom qui intrigue. Mamelouk ne signifie-t-il pas en arabe possédé? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi et comment ont-ils marqué les esprits? Ces cavaliers d'élite qui, après avoir combattu au service des sultans ayyoubides, s'emparent du pouvoir en 1250. Et confortés par leur victoire contre les Francs d'une part et les Mongols d'autre part, règnent jusqu'en 1517 sur cet immense territoire que j'évoquais à l'instant. Pendant plus de 2 siècles et demi, sultans, émirs, élites civiles sont résolument engagés dans le mécénat des arts. Ils modèlent le visage des villes du Proche-Orient tel qu'on peut le voir également actuellement, et ils engendrent une esthétique tout à fait unique où la tension abstraite est sans doute l'une des caractéristiques de cet âge d'or du sultanat. Je commencerai peut-être par remercier les nombreux partenaires et prêteurs, évoquer évidemment l'itinérance au Louvre Abu Dhabi à partir de l'automne prochain, évoquer également le partenariat ou la collaboration tout à fait exceptionnelle de la Bibliothèque nationale de France qui a consenti des prêts d'une grande qualité. Je remercie également le Cercle des mécènes du Louvre, les American Friends of the Louvre également, qui ont permis à cette exposition, grâce à leur soutien, d'être exprimée dans cette qualité. Les prêteurs, vous le verrez, cette liste est très importante, plus d'une quarantaine de prêteurs à l'échelle nationale et internationale. Les collections d'art mamelouk à l'échelle nationale sont extrêmement importantes et au-delà du Louvre même, je dirais, certains objets sont dévoilés au public pour la première fois. Je souhaite également remercier l'ensemble des équipes qui ont participé à la conception de ce projet. La coordination des expositions au sein du Louvre a été assurée par Pascaline Paul, la scénographie par BGC Studio, le graphisme par les ateliers Bastien Morin, et la médiation par Martin Guyet et Drôle de trame. Et enfin, un travail, je pense, qui fera date au-delà de l'exposition elle-même, le catalogue de l'exposition sous la direction scientifique de Karine Juvin, coordonné de façon tout à fait remarquable par Christine Fuseau, à qui je tiens également à adresser mes remerciements. Alors un aperçu... Oui. Ajouter Milena Planche qui est venue renforcer Pascaline Paul au moment de l'installation pour l'aider à gérer ce planning complexe dû aux nombreux prêteurs de l'exposition. Tout à fait, et voilà. La scénographie, donc conter l'histoire, raconter la course, c'est en quelque sorte le brief que nous avons donné aux scénographes. Conter cette histoire d'une dynastie héritière d'une longue culture équestre et militaire, mais pas que. Une dynastie qui a forgé sa légende dans sa force guerrière et qui, au-delà du système d'esclaves militaires auquel ils appartenaient,
L'exposition vise à faire connaître la société mamelouk, les cultures mêlées, les liens du sultanat avec les États d'Europe, d'Asie, d'Afrique, dont il constitue un carrefour. Et enfin, en guise de conclusion, une explosion de couleurs qui vous invitera à découvrir l'art mamelouk dans un bouquet final où cette dynastie, ces artistes se révèlent comme premiers graphistes, en quelque sorte premiers designers. Nous avons souhaité une scénographie immersive qui plonge le visiteur dans le sens de l'objet, qui le plonge également dans l'architecture absolument extraordinaire de cette région. Nous avons également souhaité un parcours très pédagogique, orienté également sur le public qui nous est cher, des familles et des enfants. Donc je te laisse peut-être, Karine, prendre la parole et nous raconter cette vision renouvelée et la genèse de ce projet. Oui, merci Soraya et bonjour à tous. Effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises, il s'agit de la première exposition jamais dédiée au sultanat mamelouk en Europe, de manière assez étonnante finalement, du fait notamment de l'importance des collections mamelouk au Louvre et en France de manière générale. C'est de fait un sujet qui est encore très largement méconnu du grand public, donc cette exposition a tout son sens et a tout son intérêt. Une étude menée par le service médiation dans la phase de préparation de l'exposition a bien montré la méconnaissance de cette période qui est pourtant extrêmement importante pour l'histoire du Proche-Orient médiéval et je dirais du monde médiéval pré-moderne dans son ensemble. Alors les Mamelouks ont sans doute pâti d'une polarisation des études de l'intérêt en Europe pour les croisades qui se situent majoritairement avant et puis après de la longue période ottomane qui s'est prolongée jusqu'au début du XXe siècle, les Mamelouks se sont retrouvés un petit peu coincés entre ces deux périodes et ont été un petit peu effacés de nos mémoires alors même que les relations avec l'Europe étaient extrêmement présentes à cette période et l'exposition le montre bien. Et de fait, il n'existe pas non plus à ce jour de publication de synthèse qui soit accessible à un grand public, ce qui explique aussi sans doute cette méconnaissance. Et on espère que l'exposition et le catalogue de l'exposition viendront pallier ce fait. Alors, avant cette première exposition mamelouk en Europe, il y a eu une première exposition mamelouk mondiale aux États-Unis en 1981, il faut le rappeler, qui avait itinéré, qui avait été présentée pour la première fois à Washington, donc en 1981, et qui a itinéré dans quelques villes américaine ensuite jusqu'en 83. Elle avait été accompagnée d'un catalogue qui est resté un petit peu la référence jusqu'ici, même si aujourd'hui il nous paraît un petit peu sans doute dépassé dans sa manière de présenter les Mamelouks, mais aussi évidemment qui maintenant a 44 ans et depuis eh bien, beaucoup de choses se sont passées au sein des études Mamelouks. Alors c'était une exposition qui était organisée par Matériaux. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Elle était vraiment concentrée sur l'art mamelouk. Cette exposition parisienne se veut vraiment une exposition de civilisation qui permet justement d'appréhender cette histoire mamelouk dans toute sa richesse et dans toute sa complexité. Il faut signaler qu'il y avait eu quelques projets tout de même qui avaient été envisagés d'exposition à l'Institut du monde arabe, mais qui n'a jamais été mis en place, et plus récemment au Victoria and Albert Museum avec deux grandes spécialistes des Mamelouks, Rachel Ward et Doris Berens Abou Seif, qui n'a malheureusement pas abouti non plus faute de financement. Et donc nous avons eu la chance au Louvre de pouvoir mener à bien cette exposition, notamment grâce à la coproduction avec le Louvre, Abu Dhabi et le soutien généreux de nos mécènes. Alors cette exposition avait été
proposée en 2020, elle a été retenue en 2022, et puis 3 années se sont écoulées pour la préparation de cette exposition. Une grande exposition au Hall Napoléon, c'est évidemment un long processus qui engage de nombreux partenaires, nombreux contributeurs, et qui implique aussi de nombreuses contraintes. Un ancien directeur du Louvre, m'a-t-on dit, je crois que c'était Michel Laclotte, avait coutume de dire que faire une exposition, c'est une école du renoncement. Et en effet, on a pu encore l'expérimenter au cours de la préparation de cette exposition. Nous savions dès le départ que certains prêts étaient impossibles du fait de la géopolitique actuelle, les prêts syriens, les prêts russes, et les actualités de la région ayant été ce qu'elles sont, nous avons dû renoncer en chemin aussi aux prêts proches orientaux, y compris égyptiens, et évidemment c'est un grand regret et un certain manque dans l'exposition, mais finalement, même si l'exposition ne présente pas des pièces maîtresses du musée d'art islamique du Caire, ce sera l'occasion pour le public d'aller les voir sur place et d'aller visiter les monuments mamelouks du Caire, puisqu'au Caire il n'y a pas que les pyramides et le sphinx, il y a aussi une très très grande richesse architecturale de l'époque mamelouk. Eh bien, cette exposition parisienne attire l'attention sur un certain nombre d'objets et de manuscrits des collections européennes ou d'autres collections qui sont peut-être moins connues et jamais exposées auparavant, puisque c'est aussi une des avant-premières de l'exposition d'avoir un certain nombre d'objets finalement inédits et de très grande qualité. Alors, comme je le disais, il a semblé nécessaire d'envisager cette exposition comme une exposition de civilisation qui permette d'offrir un aperçu de l'histoire du sultanat, de la richesse de sa culture au sens large et évidemment de l'importance de ses réalisations artistiques tout à fait remarquables. L'exposition voulait évidemment rendre compte des recherches récentes de ces dernières décennies, puisque les études mamelouques présentent une extraordinaire vitalité qui est liée à la richesse des documents conservés en très grand nombre pour cette période. L'exposition de 1981 s'était déjà elle-même accompagnée d'un symposium qui avait été publié par la suite, et ensuite un centre de recherche a été créé à Chicago, toujours aux États-Unis, avec l'édition d'une revue dédiée, la Mamluk Studies Review, dont le premier numéro a paru en 1997. Depuis 2014, elle s'est doublée d'une conférence annuelle qui se tient chaque année dans une ville différente et qui rassemble des spécialistes du monde entier. Et j'étais il y a quelques jours à la conférence annuelle des Mamluk Studies qui s'est tenue à Londres cette année. Il y a eu également un centre de recherche à Bonn qui a organisé de nombreuses conférences à partir de 2011 et qui a ouvert un centre de résidence de chercheurs entre 2011 et 2019. Donc vraiment des études mamelouks qui se sont considérablement étoffées au cours des deux dernières décennies. Et concernant l'histoire de l'art proprement dit, de nombreuses recherches et publications ont aussi rythmé ces dernières décennies. Citons notamment 2 conférences qui ont donné lieu à des publications, l'une sur le verre émaillé et doré, une des grandes techniques portées à son apogée sous le sultanat mamelouk, qui a été éditée par Rachel Ward en 1998, et une autre conférence plus générale sur l'art mamelouk en Égypte et en Syrie, éditée par Doris Berens Abou Seif, donc une grande spécialiste de la période mamelouk, éditée en 2012. Donc voilà pour ce contexte scientifique qui a nourri évidemment abondamment cette exposition et qui nous a permis d'explorer des nouvelles thématiques donc qui se trouvent retranscrites dans cette exposition, dans laquelle je tenais notamment à dépasser la focalisation habituelle sur l'élite militaire, sur ce monde guerrier, sans minimiser pour autant son importance, et présenter l'ensemble de la société du sultanat, on y reviendra dans un instant, dans toute sa complexité, en abordant notamment des questions de genre, les femmes,
mais aussi les minorités religieuses et le cosmopolitisme, des courants de religiosité musulmane populaire jusqu'aux pratiques occultes, qui étaient très en vogue à cette époque également. Il m'a paru essentiel aussi de replacer le sultanat dans une perspective globale, transrégionale, au prisme des objets et des autres documents, et notamment, pour ce qui est des recherches aussi plus récentes, dans ses relations avec l'Afrique subsaharienne, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec l'Europe. Alors je laisse peut-être la parole maintenant à Soraya pour commencer le déroulé du parcours de l'exposition. Alors, un déroulé qui invite le visiteur finalement à remonter le temps. Et nous commençons véritablement le parcours avec cette légende des Mamelouks qui se perpétue en Europe au XIXe siècle, grâce notamment au contingent dits Mamelouks constitué au sein de la garde par Bonaparte à son retour d'Égypte. En Occident, les échos de cette aventure prennent réellement appui sur l'épisode des campagnes d'Égypte, la bataille des pyramides qui oppose l'armée de Bonaparte marchant vers le Caire aux troupes de Mourad Bey. Alors officiellement, les Mamelouks sont renversés depuis longtemps par Sélim Ier. Ils occupent cependant encore des postes de hauts fonctionnaires et de gouverneurs de province. Et dans la pratique, leur influence demeure. Alors, ils sont défaits à la bataille des pyramides sur le plateau de Gizeh et en dépit, on va dire, de pertes absolument innombrables dans leur rang, ils vont stupéfier la cavalerie de Bonaparte et ses généraux. Les compositions épiques de bataille des pyramides sont peintes de très nombreuses fois par des peintres célèbres comme Gros, Gérard ou encore ici Vincent. Et en 1810, le ministre de la Guerre Berthier commande ce sujet pour la galerie des batailles du château de Grosbois. Et nous évoquions tout à l'heure des prêts peu connus. Je crois que celui-ci en fait partie puisqu'il a été... il sort... très rarement, je pense que c'est la première fois qu'il sort et qu'il est exposé ici au Louvre. Et vous avez là une composition colorée qui est absolument magistrale, où l'accent est véritablement mis sur le cavalier ou les cavaliers mamelouks allant à l'assaut des rangs français. C'est la croupe blanche du cheval montée par un mamelouk qui constitue le point focal de la composition, tandis qu'à l'arrière-plan se détachent comme un simple décor les pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. Vous reconnaîtrez les détails du caparaçon, des costumes, etc., que nous avons fait dialoguer finalement avec ce caparaçon très richement orné qui appartient aux collections du Louvre et qui est mise en dépôt au musée de l'armée. Mais il faut se dire qu'en Égypte et en Syrie, la mémoire des sultans mamelouks ne s'est pas éteinte après leur chute. Elle est entretenue, au contraire, par de nombreux ouvrages d'histoire qui sont composés sous le sultanat et qui inspirent des récits populaires, le roman de Baybars notamment, qui s'inspire très librement de la vie de ce sultan. Mais qui sont donc ces fameux sultans qui ont réussi à fasciner autant les armées de Bonaparte. Donc c'est ce qui constitue le sujet de la première grande section de l'exposition, puisqu'il s'agissait évidemment de présenter qui étaient ces Mamelouks avec leur histoire particulière. Donc je
pas revenir trop dessus, on en a déjà parlé, un système d'esclaves militaires, recrutés, en tout cas pris dans les populations turques des steppes d'Asie centrale, dans la région du sud de la Russie actuelle, et qui étaient appréciés pour leur grande qualité de cavaliers guerriers, de tireurs à l'arc. Et c'est un système qui s'est mis en place dès le IXe siècle dans le monde islamique, et on en retrouve donc une tradition, je dirais, qui est reprise au milieu du XIIIe siècle, sous la dynastie des Ayyoubides, cette dynastie fondée par Saladin à la fin du XIIe siècle, qui régnait sur l'Égypte et la Syrie, et donc un des princes ayyoubides, qui devient le principal prince dans ce milieu du XIIIe siècle, recrute de manière importante une garde de Mamelouks, donc ces esclaves militaires d'origine turque, et qui, à la faveur de la croisade menée par Louis IX, va renverser le sultanat ayyoubide et prendre le pouvoir en Égypte, puis dans la décennie suivante dans la région syrienne, et va donc établir ce sultanat des Mamelouks, continuant à recruter des esclaves militaires toujours en Asie centrale ou dans la région du Caucase, d'où l'appellation pour certains de Mamelouks circassiens. Et donc ce système va perdurer, renouvelant constamment cette caste militaire qui tient le pouvoir, donc qui est exogène à la population locale arabophone. Au sein de cette caste militaire, il y a une hiérarchie, donc ces esclaves sont convertis à l'islam, on leur enseigne évidemment l'art de la guerre pour devenir des guerriers défenseurs des territoires de l'islam. À la suite de quoi ils sont en principe affranchis, intègrent l'armée, et certains accèdent au degré de la hiérarchie militaire, ce qu'on appelle les émirs, avec différents niveaux d'émirs. Tout en haut se trouvent les grands émirs, et parmi les grands émirs est en principe désigné le sultan, donc le roi en quelque sorte. Alors évidemment, certains sultans vont chercher à établir leur descendance, mais tout cela va donner lieu à des luttes politiques par moment. Alors l'exposition donc évoque les grands règnes, quelques figures de grands sultans. Beybars, dont on vient de parler, qui est vraiment le sultan fondateur, qui règne à la fin du XIIIe siècle et qui va vraiment asseoir les fondements de la dynastie, notamment à travers la lutte contre les croisés, les derniers établissements croisés, et contre les Mongols. Et puis il y aura également le grand règne d'An-Nasir Muhammad Ibn Kalaoun dans la première moitié du XIIIe siècle. Vous avez au centre de l'écran un très beau brûle-parfum incrusté d'argent et d'or qui est au nom de ce sultan. Son troisième règne, puisqu'il a commencé à régner enfant, puis il a été chassé du trône et il l'a regagné, entre 1310 et 1341, constitue vraiment un petit peu la période de gloire et de prospérité maximale du sultanat. Et on a très nombreux objets conservés à son nom, de très belle qualité. Un ensemble de 4 objets présentent justement ce règne et sont présentés devant le grand dispositif immersif qui montre le mausolée de Kalaoun, son père, construit au Caire donc à la fin du XIIIe siècle. On parle évidemment de cette partie, de cette hiérarchie militaire, de ces émirs, grands émirs, qui ont été comme les sultans de très grands mécènes, de très grands bâtisseurs, qui ont couvert les monuments des grandes villes du sultanat de monuments, notamment religieux et funéraires. Et qui se distinguent notamment par leur usage du turc entre eux, et non pas de l'arabe, par évidemment leur nature guerrière, leurs costumes, leurs armes, et l'usage de blasons également. Vous avez ici à droite un élément d'armure, peut-être de protection d'un cheval, avec au centre, vous voyez, ce médaillon circulaire et un blason composé de différents emblèmes, ce qu'on appelle les blasons composites, qui distinguaient soit les émirs entre eux, soit des groupes d'émirs rattachés à la maison d'un sultan. Le sultanat a été
tenait également son prestige et sa légitimité, en tout cas, surtout son prestige, du titre tenu par le sultan de protecteur des lieux saints de la Mecque et Médine, qui était auparavant détenu par les califes abbassides de Bagdad. Les Mamelouks récupèrent à leur compte l'institution du califat. Le califat abbasside du Caire est renversé par les Mongols en 1258. Les Mongols prennent Bagdad à ce moment-là, assassinent le calife en place, et c'est un membre de sa famille qui arrive en Égypte et qui est installé comme calife au Caire, et qui vient légitimer le pouvoir des sultans mamelouks. Donc ces mamelouks contrôlent les lieux saints du Hedjaz, donc cette bande côtière de l'Arabie saoudite où se trouvent les lieux saints de la Mecque et de Médine, et ils en tirent, donc, comme je le disais, une certaine gloire et un prestige. Et vous avez à gauche, provenant des collections du Louvre, une très grande clé de la Kaaba, qui était un des objets offerts régulièrement par les sultans aux lieux saints de la Mecque. Et donc on évoque également, pour terminer dans cette partie, l'organisation, l'état du territoire mamelouk à travers quelques objets. Alors ils en tirent effectivement gloire, ils en tirent également légitimité auprès d'une société qui est essentiellement une société urbaine, même si aujourd'hui la recherche dont parlait Karine tout à l'heure est en train de s'intéresser à l'élément bédouin et aux sociétés rurales de cette époque. C'est incontestablement une prédominance de la vie urbaine, un urbanisme, on vous le disait également, qui continue de marquer les grandes villes du Proche-Orient. On parlait du Caire et de Damas. On peut également évoquer la ville de Tripoli, au Liban, Gaza et Jérusalem, évidemment Alep comme grand centre de réalisation architecturale. Donc dans ces grandes villes, le cosmopolitisme est favorisé par le contexte très mouvant autour du sultanat. Et cette société cosmopolite exerce une force d'attraction au sein de l'ensemble des territoires du Dar el-Islam. Alors c'est une société qui est savante, où se côtoient les oulémas, des soufis, des gens de plume, des marchands et des artisans. Une société qui est marquée par la diversité des cultures militaires, religieuses, littéraires, scientifiques, techniques et populaires. Alors, le caractère multi-ethnique qui a formé le substrat mamelouk, turc, tcherkesse, mongol, roum, arménien, parfois slave, turcoman, franc ou africain, ce sont des éléments réellement déterminants dans la forme qu'a pris cette société. Alors Karine vous parlait en introduction de l'élite militaire qui conserve, il est vrai, certains éléments qui sont propre au peuple turc de la steppe. Mais ce qui était intéressant, je crois, dans l'exposition, c'est justement le volet qui a été accordé à la société au-delà de la caste militaire. Les représentations des femmes, c'est un champ d'études qui est assez nouveau, on peut le dire, dans les études mamelouques, ainsi que la question scientifique dans cette société. Je reviens à cette slide donc, qui évoque les classes urbaines, les femmes. Vous avez notamment en figure 11 une aiguière qui fait partie d'un des 7 objets commandés à la Khawand Fatima, qui conserve quelques inscriptions qui nous permettent d'identifier la commanditaire et un décor très fin d'animaux et de végétaux qui s'entrelacent. Je crois
crois que ce qui est intéressant également à signaler, c'est que la société évidemment se place sous l'autorité de l'islam sunnite, qui est le courant majoritaire de l'islam, mais que l'Égypte et la Syrie préservent encore à cette époque-là d'importantes communautés chrétiennes, ainsi que des communautés juives dont la sélection d'objets qui est faite dans l'exposition replace, si vous voulez, dans ce contexte, et dont le fonctionnement est assez bien connu grâce aux archives juridiques qui mettent en lumière leurs interactions avec le pouvoir mamelouk. Donc vous verrez que sont rassemblés ici des manuscrits, quelques objets fragmentaires, la coupe notamment en numéro 14 qui est assez saisissante, puisque dans cette scène d'iconographie chrétienne, les visages sont représentés un petit peu à l'asiatique. Donc vous voyez bien que c'est un monde très mêlé qui se dessine ici. Alors on peut faire peut-être un pas de côté sur un sujet finalement assez peu connu dans cette société mamelouk, le statut finalement et le rôle surtout des femmes. Alors une figure légendaire qui survole l'exposition, la sultane Shajar ad-Dour, qui est une ancienne esclave, qui a été favorite, qui a été veuve du sultan ayyubide, qui règne 3 mois, mais finalement elle règne à l'époque où le pouvoir mamelouk se met en place. Ce cas est évidemment particulier, il démontre néanmoins la place que pouvaient avoir les femmes de l'élite urbaine au sein de la société. Et les dictionnaires biographiques, les tabaqat, accordent des notices à ces femmes connues, soit pour leur piété, soit pour le rang social qu'elles occupaient. En milieu urbain, toujours, la sphère d'activité des femmes mamelouques est complémentaire, évidemment, des activités masculines sur le plan politique, sur le plan économique. Et nous avons rassemblé ici quelques œuvres absolument, je crois, incroyables. En figure 16, un Coran commandité par une femme et qui nous est prêté par la King Faisal Library de Riyad, donc la bibliothèque de la King Faisal. Il s'agit là encore d'une ancienne esclave d'origine soudanaise, Sit Hadak, qui s'est occupée du harem et de l'intendance d'un des plus grands sultans mamelouks, le sultan Mohammed ibn Qalaoun. En 1340, elle fonde une mosquée au Caire qu'elle dote justement de ce magnifique Coran. 2 œuvres également qui me semblent assez emblématiques du côté novateur finalement que propose cette exposition. 2 œuvres au nom de Khawan, de la princesse Fatima. Je vous le disais tout à l'heure, on connaît 7 objets de prestige qui sont associés à son nom, et vous en avez ici 2, un détail de l'aiguière et un chandelier qui nous permettent de l'identifier, puisque l'inscription qui a été lue il y a quelques années de cela par Gaston Viette nous indique que cela a été fait, cet objet a été fait pour la demeure noble et royale, le voile délicat, la modestie inaccessible, la très grande princesse, épouse de Sa Majesté royale, le sultan El-Malik Abou al-Nasr Qaïd Bey, et que sa victoire, évidemment, soit fière et glorieuse. Dans l'inscription, vous avez également une mention d'un titre honorifique qui est le titre de Khawand et qui, à l'époque mamelouk en tout cas,
est attribué aux femmes de cette caste élevée. Alors, des cultures en dialogue, c'est bien le sujet, là encore, de l'exposition, où, au-delà de cet ethos guerrier, une notion ou un groupe, en fait, qui se rapporte aux arts cinégétiques et à l'art équestre se développe, l'art de la fouroussia. Donc, les Mamelouks sont éduqués aux vertus guerrières, au maniement des armes. Ils s'y développent, on vous le disait tout à l'heure, un esprit de corps, un petit peu à l'instar de la chevalerie en Europe, et en témoignent les quelques très beaux prêts. Ici, une armure qui nous a été prêtée par le Metropolitan Museum, et où l'on peut imaginer en fait les atours fastueux, les défilés militaires, les spectacles équestres qui pouvaient être donnés également sur les places. Alors, en marge du développement, je dirais, de cet art de la fouroussia, se développe également une culture littéraire, populaire, et faisant partie également d'un genre qu'on appelle le genre des fables, je dirais un manuscrit ici qui pour moi a été très touchant de voir, et qui vous présente un épisode des fables de Kalila Wadimna. Et au-delà, je dirais, de cette culture littéraire, se développe également un sens tout à fait grandiose, en fait, de l'esthétique dans l'art religieux. Alors, l'art, il ne s'agit peut-être pas vraiment d'un art, mais d'un domaine où les Mamelouks ont excellé. Très longtemps, l'idée s'est répandue selon laquelle cette dynastie guerrière ne serait finalement à l'origine d'aucune contribution scientifique d'importance, contrairement à celles qui étaient mieux connues, les écoles régionales d'Iran et d'Asie centrale. C'est aujourd'hui évidemment une chose qui est battue en brèche, et on peut dire que les liens entre le sultanat et ces périphéries ont réellement stimulé en fait le développement des mathématiques, de la physique et de toutes sortes de développements scientifiques. Cette fusion en fait des savoirs fut particulièrement intense en médecine, en astronomie et dans le domaine de la technologie mécanique, au point réellement d'attirer au Caire et à Damas les plus illustres savants. Cette vitalité se traduit par la construction de nombreuses madrasas, des écoles, et de bimaristan. On pourrait appeler ça des hôpitaux, ou plutôt des dispensaires, des institutions hospitalières qui sont en général charitables et qui constituent un élément essentiel du paysage urbain des grandes villes de l'époque. Alors, pour vous donner une idée, et puis après on reviendra plus directement aux objets de l'exposition, à Damas, au Caire, on pouvait compter jusqu'à une dizaine d'hôpitaux au XVe siècle. Et on peut s'imaginer dans comme le bimaristan d'Argoun qui vous est présenté sur la photo, on peut vraiment imaginer les médecins, les apprentis médecins, enfin tout le personnel médical finalement évoluant dans ces bâtiments.
L'hôpital de Argoun, qui vous est présenté sur la photo, en 1354, était déjà doté d'une aile psychiatrique. Il comptait parmi les plus connus, pour vous donner un exemple. Alors, la boîte qui porte le numéro 24 sur le diaporama est une boîte à instruments de médecin. Elle est présentée dans l'exposition. Elle donne le nom de l'un d'entre eux, Younous, qui est spécialisé par exemple en chirurgie et en pharmacologie. Alors la science des astres connaît également un développement particulier à cette époque-là, avec le développement notamment d'une institution, l'institution du Muwaqqit, une institution qui se répand en Palestine et en Syrie. L'astronomie est alors mise au service de l'islam. Elle se concentre sur ses piliers, le calendrier, lire l'heure de la prière et déterminer la direction de la Mecque. J'attirerai votre attention sur l'astrolabe qui est présenté en figure 23. Il nous a été prêté par l'Observatoire de Paris et il porte la signature d'un astronome renommé de l'époque, Ibn Shatir, tandis que le cadran qui figure sur la gauche de l'écran est signé également de Sulaiman ibn Muhammad, un autre astronome, et témoignant donc de ses préoccupations. Alors, la quatrième section de l'exposition prend un peu de recul pour envisager de manière plus large le sultanat dans son environnement mondial pour l'époque, puisqu'il a noué des relations non seulement avec ses voisins immédiats, que ce soit les régions de l'Iran, de l'Irak ou de l'Anatolie, Turquie actuelle, mais aussi avec des zones plus éloignées géographiquement qui vont jusqu'à la Chine en passant par l'Inde et l'Afrique, et puis également avec l'Europe, puisque le sultanat mamelouk, son territoire se situait dans une région assez stratégique pour le grand commerce international centré sur les épices, qui passait évidemment par la mer Rouge comme zone de transit entre l'océan Indien et la mer Méditerranée. Et donc les Mamelouks étaient finalement l'étape obligée et l'intermédiaire obligé dans ce grand commerce, qui était un commerce extrêmement lucratif, donc de revendre des épices qui venaient de l'Asie vers le bassin méditerranéen et notamment l'Europe. Alors les Mamelouks en ont évidemment conçu une très grande richesse, et tout cela a occasionné évidemment des échanges intenses, échanges de marchandises, échanges de personnes aussi. On l'a déjà souligné, le sultanat était un grand centre culturel, les grandes villes du Caire, de Damas, brasser une population cosmopolite venue de l'ensemble du monde islamique, et également pouvait attirer des Européens notamment alors à la fois lié au commerce, mais aussi au pèlerinage, puisque le sultanat était aussi une terre de pèlerinage, contrôlant donc les lieux saints de la Mecque et de Médine, mais également Jérusalem. Et donc on avait un certain nombre de pèlerins occidentaux qui arrivaient dans les ports du sultanat, passaient éventuellement par le Caire, le vieux Caire, où se trouvaient des églises coptes, liées notamment à l'épisode de la fuite en Égypte, et pour poursuivre ensuite vers la Palestine. Donc un grand brassage de populations, de marchandises, d'intenses échanges diplomatiques, économiques. Il y avait également, il faut le mentionner, le commerce des esclaves, les esclaves militaires, donc, qui étaient évidemment cruciales pour le maintien du sultanat mamelouk, mais également d'autres esclaves.
Alors l'exposition, cette partie de l'exposition fonctionne un peu par zone géographique, regarde tous ces échanges selon les différentes régions, donc une sous-partie qui s'appelle aux portes du sultanat, qui notamment observe les relations du sultanat mamelouk avec donc les Mongols, mais également tous ces pouvoirs qui ont pris leur suite en Irak et en Iran, et puis avec l'Anatolie, comme je le disais, et notamment la puissance montante des Ottomans, donc à travers un certain nombre d'objets. Alors ces relations avec les Mongols initient aussi une vague d'influence artistique avec la circulation de motifs, de techniques, de formes qui vont venir enrichir l'art mamelouk, qui va les incorporer et les réinterpréter à sa manière. On en a un bon exemple avec le grand vase qui se trouve à droite, qui est donc un vase en verre émaillé et doré mamelouk, qui provient du trésor de la basilique Sainte-Anne d'Apt dans le sud de la France et qui est présenté finalement pour la première fois ici. Il n'est jamais sorti du trésor de Sainte-Anne et donc présenté pour la première fois dans l'exposition. Il est attesté dans le trésor depuis le début du XVIIe siècle, donc il est arrivé très anciennement en France, peut-être déjà dès la période mamelouk. Alors c'est un vase qui dans sa forme, justement, dans son décor et dans sa technique, illustre ces échanges et ces croisements. Donc dans sa forme, en fait, il reprend des exemples de vases céladons chinois qui peuvent adopter cette forme galbée avec ces petites anses œuvrées, et tandis qu'il est cette forme-là est transposée dans une technique typiquement mamelouk, et ce vase intègre dans son décor des éléments de chinoiserie ou sino-mongole tels que les fleurs de lotus et peut-être des sortes de pivoines ou de chrysanthèmes stylisés. Autre exemple de ces échanges entre la Chine et le sultanat, alors les céladons justement et les porcelaines bleues et blanches chinoises étaient abondamment importés dans le sultanat. Les fouilles archéologiques ont bien montré l'importance de ces importations, notamment dans le sultanat, mais aussi notamment dans la zone de la Corne de l'Afrique de l'Est. Et donc on a retrouvé des centaines de milliers de tessons, par exemple, dans les fouilles de Fustat du Vieux-Caire. Alors ici, tout à gauche, vous avez en figure 27 un support de plateau de fabrication chinoise, donc une porcelaine à décor bleu et blanc, mais qui reprend, adapte une forme typiquement islamique et on pourrait dire mamelouk. Alors non seulement dans sa forme, parce que c'est un type qui est bien connu, notamment réalisé en métal, incrusté par les artisans du sultanat, mais qui se trouve donc transposé ici en porcelaine, mais qui reprend les éléments des décors des métaux mamelouks, à savoir ces frises de lancettes que vous voyez en haut et en bas, des frises d'épigraphie, en tout cas ici de pseudo-épigraphie, et également ce type de décor, on pourrait dire à chevron, qui marque la partie centrale. Donc, et peut-être, il est possible que ce type d'objet était destiné à être exporté vers le Proche-Orient. Donc, on voit là, encore une fois, les chassés croisés de ces éléments artistiques. L'exposition, cette section aborde également les relations avec l'Afrique. Alors, ça n'était pas aisé de montrer des objets. On a découvert un certain nombre de métaux mamelouks en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Nigeria, mais aussi dans la Corne de l'Afrique, en Éthiopie notamment. Ici, vous avez présenté dans l'exposition un bassin qui est prêté par le British Museum, tout comme le support de plateau à gauche, qui provient du Ghana, justement, qui est une fabrication locale africaine, mais qui visiblement, dans sa forme comme dans son décor, s'inspire des bassins mamelouks tels qu'on a pu en retrouver en Afrique.
L'Afrique était évidemment pourvoyeuse d'ivoire et vous avez en haut un coffret, une boîte en ivoire dont il manque le couvercle aujourd'hui, une partie du couvercle, qui est conservé aussi dans un trésor d'église et anciennement celui de la cathédrale Saint-Étienne de Sens et qui a été restauré par le C2RMF à l'occasion de cette exposition et qui offre un décor ajouré tout à fait étonnant, d'une très très grande finesse, d'une grande virtuosité, avec, alors vous ne le voyez pas ici, mais des toutes petites incrustations en noir et verte qui sont réalisées en bois teinté et qui ont pu être identifiées lors de la restauration. Alors c'est un type de boîte dont on connaît un petit ensemble, dont l'une porte une inscription au nom d'un sultan mamelouk, d'où son attribution à une fabrication mamelouk au milieu du XIVe siècle, même si on a du mal à la rattacher à d'autres types de production mamelouk. Et cet ensemble a parfois aussi été attribué à l'Espagne nasride, donc le royaume de Grenade, qui était en relation diplomatique avec les mamelouks à cette époque. La section explore également les chemins spirituels dont je vous parlais, donc à travers trois exemples intéressants, les trois grands monothéismes, christianisme, judaïsme, islam, qui justement sont des témoignages de pèlerinage, certificats de pèlerinage ou récits de pèlerinage pour la version européenne. Les relations avec l'Europe, donc évidemment, sont abordées, notamment à travers ce très beau tableau conservé au musée du Louvre, qui est une peinture vénitienne du début du XVIe siècle, représentant la réception d'une ambassade vénitienne à Damas au début du XVIe siècle et qui témoigne d'une très bonne connaissance de l'architecture locale de Damas et des costumes mamelouks. Et on observe une certaine forme, une vogue de ces représentations mamelouks au début du XVIe siècle à Venise, et l'exposition en montre également des reproductions dans son entrée. Et donc l'exposition, au-delà de ces représentations et de cette mode un petit peu exotique, examine la richesse de ces interactions à travers notamment un document diplomatique, une lettre de Kate Bay au Doge de Venise, mais également un certain nombre d'objets qui témoignent de ces échanges, puisque les Européens importaient un certain nombre de produits, notamment les épices, le sucre également, ou les produits sucrés, et puis un certain nombre d'objets qu'ils appréciaient énormément, puisqu'ils n'avaient pas d'équivalent en Europe à ce moment-là, des objets en métal richement incrustés, des céramiques et du verre émaillé et doré. Donc les échanges étaient très importants entre le sultanat et l'Europe à cette période. Donc, suite à cette section sur un Orient connecté, nous arrivons à la dernière grande section de l'exposition consacrée à un art mamelouk. Là, on revient vraiment à une perspective histoire de l'art, plus propre au musée des Beaux-Arts qu'est le Louvre, avec donc un panorama des grandes réalisations de cette période qui s'ouvre avec deux données importantes pour l'art mamelouk, qui est l'importance de l'écriture et de la calligraphie comme élément signifiant et comme élément de décor également, et d'autre part l'importance des éléments graphiques, du décor, des compositions complexes, qu'elles soient géométriques ou de nature végétale. Donc ces deux éléments se font face dans l'exposition en préambule à cette partie sur l'art mamelouk. Donc j'insiste un peu peut-être sur la calligraphie parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai recherché moi-même lors d'une thèse sur la tradition calligraphique et épigraphique à la fin de la période mamelouk. C'est une tradition qui a été un petit peu, là aussi, oblitérée, effacée par les traditions, la focalisation sur les traditions ultérieures persanes et ottomanes, et qui commence depuis un certain nombre d'années
à être remise en lumière par des recherches qui lui redonnent une juste place au sein de l'ensemble de la tradition calligraphique du monde islamique, extrêmement importante évidemment. Donc c'est une tradition qui est riche de nombreux écrits théoriques. C'est un moment où on rédige beaucoup de traités sur tout un tas de sujets, et notamment sur la calligraphie. C'est un phénomène de textualisation du savoir qui a été mis en avant par certains chercheurs plus récemment, et qui touche donc aussi cette tradition calligraphique. On en a un exemple ici à droite, avec cette image d'un traité calligraphique inclus au sein d'un vaste manuel encyclopédique de chancellerie, issu de la chancellerie mamelouk, puisque évidemment les scribes de la chancellerie se devaient de maîtriser l'art non seulement de composer, mais aussi de calligraphier. Et donc on a là un traité d'écriture avec des démonstrations d'écriture, et vous avez ici une démonstration de l'écriture Soulous, qui est une écriture de chancellerie déjà mise en place auparavant, mais qui va être portée, qui crée un niveau d'excellence sous les Mamelouks, et qui va connaître une vogue particulière puisqu'elle va être utilisée dans une version un petit peu adaptée pour l'épigraphie, c'est-à-dire les inscriptions sur les objets et les monuments à cette période. Et vous avez un magnifique exemple de cette application avec le pichet qui se trouve au centre, qui est prêté par le British Museum, toujours, et qui vous montre l'usage abondant et virtuose de cette écriture. Alors là, sur ce pichet, on a non seulement une grande écriture Soulous, reconnaissable à son tracé assez souple, avec une élongation caractéristique des hampes verticales, qui viennent former des entrecroisements décoratifs. On a également sur ce pichet l'utilisation d'une écriture angulaire, dite koufique, et puis un jeu sur les tailles d'écriture, donc qui montre vraiment toute la virtuosité et les possibilités de combinaison et d'inventivité déployées par les calligraphes et les épigraphes de cette période. Vous avez également à gauche un grand double folio d'un Coran monumental qui est présenté dans l'exposition, qui appartient aux collections de la Chester Beatty Library, qui est un Coran de la fin du XIVe siècle et qui non seulement présente un décor orné extrêmement très riche et virtuose, intégrant là aussi des éléments de chinoiserie, mais également une très belle représentation, un très bel exemple de calligraphie, d'un autre type de calligraphie réservée à la copie du Coran, qui est l'écriture muhakkak. Alors, je parlais de cet art graphique. Les Mamelouks ont été de grands designers, ont élaboré une grande variété de décors à partir, donc je le disais, d'éléments géométriques et végétaux, avec des compositions qui gagnent en complexité à cette période. Vous en avez un exemple notamment avec les deux vantaux de porte qui se trouvent au centre de la diapositive, avec ces compositions dites en polygones étoilés qui forment des réseaux extrêmement complexes et qui jouent, c'est le cas dans différentes techniques, sur la polychromie également, avec, dans le cas des boiseries, l'incrustation de différentes essences de bois ou d'ivoire. L'exposition s'attache ensuite à illustrer différentes techniques portées à leur apogée à la période mamelouk. Donc, on a vu les décors de boiserie à décors sculptés, assemblés et marquetés. Également, évidemment, l'art du métal incrusté, dont on a de nombreux exemples tout au long de l'exposition, parce qu'on en conserve un nombre considérable. Là, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est le nombre considérable d'objets conservés pour la période mamelouk, et notamment d'objets inscrits qui nous renseignent sur les commanditaires et qui reflètent la culture de cette époque d'une manière qui est assez exceptionnelle pour la période médiévale dans le monde islamique. Donc,
L'art du métal incrusté, ici vous avez un exemple assez étonnant, assez unique en son genre, qui est une petite coupe conservée au musée du Bargello à Florence, qui représente des pavillons dans des jardins luxuriants et qui reflète justement cette vie des élites urbaines qui allaient se délasser à l'extérieur de la ville du Caire, par exemple, dans des pavillons au sein de jardins. Et donc vous en avez un reflet ici. Et également, évidemment, on revient sur l'art du verre émaillé et doré, qui était une des gloires de l'art mamelouk, avec sans doute un des plus beaux objets en verre émaillé mamelouk, qui est conservé à la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, qui est ce grand vase, alors vase, gobelet, lampe, on ne connaît pas l'usage exact de cet objet, qui mesure une bonne trentaine de centimètres et qui est, vous le voyez, qui déploie à sa surface tout un ensemble, une constellation, je dirais, d'oiseaux réels ou d'oiseaux mythiques, imaginaires. On a même quelques petits insectes, des sortes de libellules ou de papillons qui se mêlent à ces oiseaux, représentés au-dessus d'une bande qui figure à la fois de l'eau ou peut-être une bande de terre stylisée, et dont l'interprétation, là aussi, a été sujette à question, avec peut-être possiblement alors, des liens au récit fabuleux, justement, d'îles fabuleuses, mais peut-être également des connotations mystiques. Et puis on évoque évidemment l'art du textile qui est extrêmement important. Les sources mamelouks regorgent de mentions de textiles. On a les phénomènes de distribution de robes d'honneur par les sultans et les émirs, donc une intense circulation des textiles. On a aussi des textiles qui sont importés depuis le monde mongol, depuis la Chine, depuis l'Iran, depuis l'Europe aussi, depuis l'Inde, des cotons imprimés. Et les textiles mamelouks également s'exportent notamment vers l'Europe. Et au sein de ce monde textile, eh bien, il y a également des productions de tapis, alors qui constitue pour ceux qu'on conserve une production tardive, rattachée à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, mais qui est une production d'une extrême finesse, d'une grande qualité. Et nous présentons dans l'exposition un magnifique tapis des collections du Louvre à Abu Dhabi, acquis il y a quelques années, et qui est montré donc pour la première fois à Paris. Le panorama qui s'achève sur une présentation immersive autour du bassin que vous connaissez tous, le bassin dit baptistère de Saint-Louis, qui est véritablement une des icônes des collections d'art islamique du musée. Alors, bon, assurément, c'est un des objets les plus singuliers, les plus intrigants, qui n'a sans doute pas fini de livrer tous ses secrets. Il aurait pu faire le début, l'ouverture de l'exposition. Nous avons choisi de conclure l'exposition avec cet objet, tant il représente à plus d'un titre cet Orient connecté qui est le véritable sujet de cette exposition. Alors de quoi s'agit-il exactement ? À première vue, d'un somptueux bassin, un objet de prestige réalisé en Syrie ou en Égypte vers les années 1330-1340. Alors il est en métal ciselé, incrusté de très larges plaques d'argent, incrusté d'or également, de pâte noire. Alors Karine vous le disait tout à l'heure, c'est une technique qui apparaît assez anciennement et qui se diffuse dans le monde syro-égyptien par l'intermédiaire de l'Irak notamment. Le décor est ici extrêmement riche, extrêmement foisonnant, et sur la paroi extérieure, vous avez vu défiler d'ailleurs tout
long de cette présentation sur les diapositives des détails finalement de ce bassin. Donc des frises de personnages, des personnages en pied très richement vêtus et coiffés et qui est scandé par 4 médaillons figurant donc des cavaliers chasseurs, et vous avez des bandes d'animaux passants fantastiques ou réels qui encadrent le tout. Alors l'intérieur est décoré d'une faune, je dirais, aquatique, là encore très sympathique, très grouillante en quelque sorte, mais l'originalité finalement de ce décor réside dans le fait que justement les inscriptions qui venaient d'être évoquées à l'instant dans le commentaire de Karine, les larges inscriptions en Soulouse ne figurent pas sur cet objet. Au contraire, les scènes figurées sont extrêmement nombreuses, un prince en trône entouré de médaillons. Une fois de plus, un soin très particulier accordé aux vêtements de ces personnages, à leur physionomie, à leurs attributs. Ils sont pour ainsi dire individualisés et ils évoquent par leur qualité, disons, picturale, l'art du livre de même époque. Ce qu'il faut signaler, c'est que si ce bassin est signé en 6 endroits, portant le nom d'un maître artiste, d'un maître artisan, Ibn al-Zayn. On ignore en revanche absolument tout, en tout cas de son commanditaire. Ces objets de prestige étaient sans doute destinés aux élites de la société mamelouk. Néanmoins, une production pouvait être réservée également à des commandes occidentales. En l'occurrence, comment est-ce que l'objet est arrivé en Occident, en Europe, en France? On ne le sait pas vraiment. On sait qu'au XVe siècle, il apparaît dans les inventaires de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes et qu'il est conservé dans la Sainte-Chapelle du château de Vincennes et il va servir comme cuve baptismale en 1606 pour le baptême du futur Louis XIII. Il recevra son nom à la fin du XVIIIe siècle, ce nom erroné qui lui colle encore, je vais dire, à la peau, mais qui en fait un véritable monument national des collections françaises d'une certaine façon. Il est à nouveau au XIXe siècle utilisé pour le baptême d'enfants de France. Donc c'est sur cette œuvre prestigieuse et énigmatique que nous achevons un parcours très dense qui a ouvert un certain nombre de sujets que nous vous invitons peut-être à aller regarder de plus près dans cette somme réalisée pour la première fois justement depuis 40 à 50 ans dans ce catalogue dont tu vas dire quelques mots. Effectivement, je vous invite à aller regarder et pourquoi pas acheter ce catalogue de l'exposition qui rassemble un très grand nombre de spécialistes internationaux qui suit le déroulé de l'exposition en explorant de manière un peu plus précise évidemment toutes les thématiques. Alors c'est un catalogue qui rassemble des essais un peu plus longs, des essais un peu plus courts, voilà, qui a privilégié la dimension narrative par essai plutôt que par notice
10 d'objets, même si on a à la fin une liste des œuvres avec une bibliographie qui permet d'aller plus loin finalement si on veut pour s'intéresser plus précisément à chaque objet. En tout cas, c'est une somme qui, là, encore une fois, vient faire un peu la synthèse des recherches récentes et même des recherches en cours parfois. Je pense notamment aux recherches sur les communautés chrétiennes à l'époque du sultanat mamelouk par Camille Roupetel et qui donne, je l'espère, une porte d'accès un peu plus facile. Ce sont des essais assez courts à l'histoire du sultanat. Voilà. Ça a été évoqué tout à l'heure, la programmation que vous retrouverez sur le site du musée, et puis surtout cette itinérance à quelques milliers de kilomètres. Donc nous emmenons l'exposition à l'automne. Et je dirais que l'intérêt est vraiment... alors, la trame narrative sera la même. En revanche, elle donnera à voir une sélection d'objets en partie sensiblement différentes, notamment pour les œuvres photosensibles, où nous faisons appel à des collections locales, ce qui enrichit notre regard et la connaissance, d'ailleurs, que nous avons sur l'art et la société mamelouk. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés et suivis.